Bonjour à tous. La semaine écoulée s'est achevée sur une note majeure, la déclaration par la Cour constitutionnelle de la conformité à la Constitution du code électoral modifié par l'Assemblée nationale. Les journaux reviennent sur cette décision qui fera date dans l'histoire de la vie politique du Bénin, mais aussi de celle des 7 sages qui l'ont prise jeudi dernier. Vous allez le noter dans la une des journaux tout à l'heure et la revue de presse en fin d'émission. Nous en ferons d'ailleurs notre principal sujet à discuter. Franck Aounou va installer les débats avec son commentaire de la rédaction. On en parle dans un instant. Ce sera aussi d'ailleurs le sujet avec mon invité tout à l'heure, député du parti Les Démocrates, le parti qui a le plus contesté le contenu de ce code devant la Cour constitutionnelle. L'honorable Adeshokan Gafari sera donc notre invité. Mais avant lui, un autre qui va passer par ici, Roland Ribou, qui est président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Avec lui, on parlera du profil de l'employé au service d'un pays qui veut atteindre le développement. Bienvenue à tous. Voilà donc pour la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec Fraternité qui nous propose un titre concernant l'économie nationale, assainissement, suppression des dotations individuelles aux agents de l'État, assainissement des finances publiques, un pas de plus, à placarder le journal. Après la décision de la Cour constitutionnelle, l'UPR appelle à la mise en œuvre rigoureuse du code électoral. Et puis, Oulfat Brahima, la femme, celle de la vie, doit être en formation permanente. Nous allons passer à Matin Libre. Togben Zone 4, expropriation des parcelles. Les démocrates au chevet des sinistrés. Le matinal, conformité du code électoral à la Constitution. Les partis politiques désormais face à leur destin. Dynamisme Info, code électoral validé par la Cour constitutionnelle. Tous les partis sauf les favoris définitivement. Des coquilles vides. Nord-Sud quotidien, Internet, les causes de la perturbation, la boussole, malgré les controverses de l'opposition et des organisations de la société civile. Les 7 sages valident le code contesté. Les regards désormais tournés vers le président Patrice Talon. Nous passons maintenant à décryptage info, garantie et de coopération économique en Afrique. La Guinée-Conakry envoie d'intégrer le FAGAS. Les 4 vérités, code électoral amendé et décision DCC 24-040 de la Cour constitutionnelle. Décryptage de Rondete et Beijing. Défi info, situation politique tendue au Bénin. La présidente Claudine Prudencio s'inquiète et appelle les Béninois à promouvoir la paix. Le challenge, élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le comité de facilitation dénonce un code électoral sur mesure, décidément. Au Bénin, c'est une saison de code. La carte de presse banalisée, l'élection ouverte à tout cuidam. Les journalistes fâchés s'insurgent contre la mascarade. La cloche, conformité du nouveau code électoral à la Constitution. La Cour sauve les meubles. Le Soleil Bénin Info, fin de la première réunion de la direction exécutive nationale de l'UPR à Parakou. Djabbenou et ses lieutenants en ordre de bataille. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Des informations à la une ce matin pour ce qui concerne donc cette revue des unes. On va passer pour la deuxième lecture de Fraternité. Suppression des dotations individuelles aux agents de l'État, assainissement des finances publiques, un pas de plus. Et puis après la décision de la Cour constitutionnelle, l'UPR appelle à la mise en œuvre rigoureuse du code électoral. Oulfat Brahima, la femme, celle de la vie, doit être en formation permanente. Voilà donc pour les informations à la une de publication ce matin. À l'intérieur de Fraternité, on peut s'intéresser à quelques éléments qui relèvent de l'actualité nationale, notamment politique, avec la décision de la Cour constitutionnelle jeudi dernier qui valide ainsi le code électoral tel que modifié par le Parlement. Vous avez quelques réactions, notamment celle de Robert Bignan, député à l'Assemblée nationale et membre du parti
Bloc républicain. Pratente vous propose justement sa lecture à la page 4, sous la plume de Karim Oscar Anorin qui a transcrit ses propos. Vous avez aussi que l'UPR s'est engagé en tout cas à faire tout ce qui est de son possible pour la mise en œuvre effective du code électoral. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le parti Baobab surplanté par un arc-en-ciel? Achetez le journal et informez-vous. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on passe au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin de l'information ce matin, on aura les images de la remise officielle des machines agricoles au profit des apprenants du collège d'enseignement technique agricole de Nati Tengou. Il s'agit d'un tracteur flambant neuf et accessoires qui leur sont offerts en vue de réduire les risques liés aux anciennes pratiques de formation. C'est le ministre de l'enseignement secondaire, la formation technique professionnelle qui a procédé à la remise dedans. Alassane Arona nous dira un peu plus. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, la monnaie nigériane a connu une chute drastique sur les marchés de change. Il faut déposer 2000 naira pour avoir 600 francs CFA, soit $1. La politique monétaire instaurée dans le pays engendre même une inflation qui a des répercussions sur les économies voisines. Au Bénin, comment la chute du naira affecte-t-elle les échanges commerciaux? Clément Achadé nous aide à faire le tour. Voici le bulletin. Teddy, je l'ai annoncé, les apprenants du collège d'enseignement technique agricole de Nati Tengou disposent désormais d'une machine agricole moderne. Tanguy Agoyi, c'est bien un don qui vient soulager les peines de ces apprenants. Les machines agricoles offertes sont accompagnées, bien évidemment, d'accessoires. Yves Tchabi Kouaro, ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a procédé à la remise officielle. Alassane Arona nous fait le point. À l'édition 5 de la campagne scolaire de reboisement qui s'est déroulée le 1er juin 2023 au Collège d'enseignement technique agricole de Nati Tengou, le ministre Yves Kouaro Chabi avait pris l'engagement solennel devant les apprenants du dit lycée qui continuaient de travailler à la DABA d'améliorer leurs conditions d'apprentissage en leur dotant de tracteurs modernes. Moins d'un an après cette promesse, le voici au milieu de ses élèves avec un tracteur flambant neuf plus accessoires fraîchement sorti de la Sonama. Chers apprenants, je suis arrivé vous dire que la promesse que j'ai faite, je l'ai tenue et vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent bien meilleures à ce que vous voyez là. Donc c'est ça qui m'a amené. En retour, je vous demande du sérieux au travail, dans vos études. On ne peut pas former nos enfants, nos jeunes apprenants, on ne peut pas les former pour une agriculture moderne, qui se veut moderne, intensive. On ne peut pas les former avec ces outils rudimentaires. Il faut révolutionner l'enseignement que nous faisons dans les lycées techniques agricoles. Il faut moderniser. Et cet enseignement doit passer justement par des tracteurs modernes. Avec ce lot de matériel agricole nouvelle génération, ces apprenants tournent définitivement dos aux outils rudimentaires. Et ils pourront désormais se familiariser avec du matériel moderne de production agricole avant la fin de leur cycle de formation. Et c'est à juste titre qu'ils se joignent aux autorités à divers niveaux pour dire merci au ministre donateur. L'arrivée de ce tracteur va considérablement améliorer nos conditions d'apprentissage et nous permettre de développer nos compétences de manière encore plus efficace. Nous vous promettons d'en prendre le plus grand soin et d'en faire un usage optimal pour notre formation. Monsieur le ministre, nous sommes vraiment contents. Et c'est pourquoi je tiens à vous exprimer, au nom de toute la communauté du lycée technique agricole de Nati Tengou, ma profonde gratitude pour votre générosité et votre engagement en faveur de notre lycée. Vers une agriculture intensive avec de futurs entrepreneurs agricoles capables de s'auto-employer. Plus qu'une simple attente, c'est en tout cas le challenge que le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle lance à ses apprenants en leur offrant ce matériel agricole moderne. Donc officiellement, vous avez les clés.
et je vous souhaite de l'entretenir. Voilà donc pour ce point. Merci à vous, Alassane Harouna de notre antenne régionale à Takora Donga. Autre actualité à présent, les agents de santé communautaire qualifiés ont pris part à une séance d'information et d'orientation en fin de semaine écoulée. La rencontre est initiée par le ministère de la Santé à travers le projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition. Le projet vise absolument à contribuer à l'amélioration de la fourniture de soins au niveau communautaire. Ingrid Dede. Cette séance d'information et d'orientation au profit des agents de santé communautaire qualifiés répond à l'ambition du gouvernement d'instaurer un système de santé plus performant, offrant des soins de qualité équitables et accessibles à toute la population béninoise. Initiative du ministère de la Santé, cette rencontre est le fruit du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition. Pour cette première journée des travaux, les attentions se focalisent sur les prestations de services de soins de santé communautaire. À ce jour, nous sommes confrontés à un manque de ressources humaines en santé important. Les statistiques montrent que nous avons 7,7 agents de santé pour 10 000 habitants contre une recommandation de 25 agents de santé pour 10 000 habitants. Les principaux objectifs du projet, il s'agit principalement de rendre accessibles les services de santé de façon permanente à toute la population à travers le renforcement du système de santé communautaire, des ressources humaines de qualité en santé et des services de nutrition. Il s'agit également de renforcer le système de prévention des épidémies et maladies infectieuses à travers l'organisation de la surveillance épidémiologique depuis le niveau communautaire, avec un accent sur la recherche et la gestion adaptative. Améliorer la fourniture de soins au niveau communautaire. Ainsi se résume l'objectif du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition, financé à hauteur de 30 milliards par la Banque islamique de développement avec une contrepartie nationale. Le programme, qui a sa deuxième année de mise en œuvre, s'étend sur 5 ans. L'atelier de ce jour porte principalement sur l'orientation des agents de santé communautaire qualifiés et leur principal rôle sera de faire la prévention et la promotion de la santé, la prévention des maladies, la promotion de la santé, mais également la prise en charge de certaines affections selon le cas. Ils travailleront avec les chefs postes des centres de santé d'arrondissement et tout le système de santé. 416 agents de santé communautaire sont recensés en décembre 2023 dans le cadre de ce projet et 37 sont déjà déployés dans 6 communes pilotes. À l'issue de ces séances de formation qui se déroulent simultanément à Cotonou, à Boïcon et à Parakou, ces agents seront également envoyés dans d'autres communes du Bénin. En images, à présent, on parle toujours de la Journée internationale des droits de la femme, la troisième adjointe au maire de Cotonou, Françoise Irène Béanzin, a honoré le personnel féminin de la municipalité. Les activités prévues dans ce cadre ont pris fin par une cérémonie de réjouissance au cours de laquelle des femmes ayant fait valoir leur droit à la retraite sont gratifiées. Il faut noter qu'avant ce moment festif, une messe d'action de grâce est dite en honneur des femmes de la mairie et le maire Luc Setonji Atrokbo, survivant d'un accident de circulation. Pour finir ce bulletin d'information, la monnaie nigériane a atteint un niveau historique bas depuis plusieurs jours sur les marchés de change. Il faut débourser 2000 naira pour avoir 600 francs CFA, soit $1. La politique monétaire instaurée par le pays engendre même une inflation qui a des répercussions sur les autres activités économiques au Bénin. Comment la chute du naira affecte-t-elle les échanges commerciaux? Élément de réponse avec Clément Achade. La récente chute continue du naira par rapport au dollar américain provoque un choc
et une inquiétude généralisée au Nigeria et dans l'ensemble des pays de la CEDEAO. À Sémé-Kraké, l'une des villes frontalières du Bénin avec le pays, la plus importante activité commerciale menée par les habitants subit déjà les effets de cette crise monétaire. C'est un peu vide le marché. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Donc, quand vous analysez ces paramètres, vous devez constater obligatoirement que ça peut pas aller les échanges. Donc, c'est ce qui justifie réellement la dévaluation de Naira. Naira était à 4 000 à 5 000. Mais au moment que nous, on a commencé, c'était à 3 000. Comme ça là. Mais c'est chuté jusqu'à 400 000 Naira maintenant, à 350. Pour les économistes et spécialistes du Nigeria, les réelles causes de la dévaluation du Naira et ses corollaires sont loin de la pensée populaire. Lorsque les réserves donc, de change diminuent, la Banque centrale était obligée d'intervenir pour pouvoir limiter les importations. Parce que s'il n'y a plus de devises donc, pour importer, automatiquement les importations donc, sont également rationnées. Les achats qui sont faits à l'international sont extrêmement importants, au-delà donc de ce qu'on produit au niveau national. Or, du fait de la santé de l'économie qui n'est pas suffisamment en phase avec la politique, aujourd'hui on croit plus au dollar comme monnaie refuge et au CFA comme monnaie refuge au Nigeria. Malgré les politiques mises en place par l'administration Tinubu, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. En témoignent les réalités que vivent les acteurs du commerce transfrontalier. Vous voyez, on ne sait pas la cause. D'autres disent que c'est le dollar qui ne vient pas au Nigeria, ou bien c'est le CFA, ou bien c'est un problème mondial. On ne sait pas à quoi s'atténuer ou bien à quoi s'attacher pour connaître les vraies causes. Un Béninois qui va au Nigeria, qui travaille pendant un bon moment, qui revient et fait l'échange pour nourrir sa famille ici au Bénin, on lui dit 350. Comment il peut se sentir? Les gens viennent ici pour faire l'échange, on leur dit 350 et ils sont terrifiés. La conséquence de cette hémorragie des réserves de change, en lien avec l'importation excessive des biens et services du Nigeria, pèse sur l'économie béninoise avec des effets visibles dans plusieurs secteurs. Plusieurs Nigérians venaient se former, s'instruire, s'éduquer au Bénin au travers de nos universités ou de nos centres de formation. Il n'y en a plus aujourd'hui. L'autre aspect qui paraît extrêmement important, c'est que en réalité, les Nigérians auront tendance à envoyer vers les pays voisins, dont le Bénin, toutes sortes de produits qu'ils ont à l'intérieur. Et le risque, par exemple, pour l'agriculture, c'est qu'on trouve des produits agricoles qui viennent concurrencer ce que nous avons ici. Les commerçants béninois comme les économistes plaident pour un changement de politique économique adapté à la réalité et réduisant la souffrance des populations, principaux perdants des réformes de Tinubu. Si les marchandises ne sortent pas, les marchandises ne rentrent pas là, il y aura la difficulté. Le Nigeria n'a pas pu se diversifier son économie, amorcer sa transformation structurelle. Pour pouvoir avoir un portefeuille de produits à l'exportation suffisamment donc diversifié qui pourrait lui procurer donc des devises. Cette dernière chute de la monnaie nigériane et des marchés boursiers intervient après l'accélération du taux d'inflation ressorti par les données fin février. Une inflation qui atteint près de 32% en termes annuels en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires. Et voilà, à l'instant, Clément Achadé, Eder Hunkbevi et Elvis Tonoukoin. Ce sera tout pour ce bulletin d'information.
que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté ce matin. Tanguy Agoy, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bonne journée, Teddy. Écoute, alors prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, on va apporter une légère entorse au menu sur l'actu matin. On va d'abord recevoir notre invité ce matin avant de passer à l'actualité des sports, même si le patron des sports est déjà installé. Allez, Mouni, bonjour. Bonjour, Tanguy. Au menu de votre rubrique ce matin, on aura, ma foi, beaucoup d'images à la fois de football, mais aussi les échos de ce qui se passe au Ghana. C'est bien cela. Bien entendu, avec les deux Africains. Absolument, avec ces 2 médailles d'or décrochées par le Bénin à Accra. On verra bien de quoi est-ce que cela retourne. Allez, voici notre invité ce matin. Je l'ai annoncé dans mon introduction à cette émission ce matin. Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, notre invité, le tout premier d'ailleurs. Monsieur Ribou, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu du profil de l'employé dans un contexte où un pays aspire au développement. Quand on parle de profil de l'employé, c'est à la fois dans le secteur public comme privé. Encore une fois, merci d'être venu. Pourquoi avez-vous senti, monsieur Ribou, le besoin de faire tenir une étude? Parce qu'il s'agit d'une étude consignée dans un livre, une étude donc sur le profil de l'employé au Bénin. Bon, voici le livre que nous venons d'éditer, de publier. Bon, en fait, c'est l'employé et le fonctionnaire, c'est bien clair. Tout à fait. Bien écoutez, moi je suis au Bénin depuis pratiquement un tiers de siècle, presque. Et effectivement, bon, on s'aperçoit que les gens ne sont pas complètement motivés par ce qu'on leur confie, que dans l'administration, à certains niveaux, les réponses sont lentes. Et donc, il y a effectivement quelques barrières dans le mental des gens, si on parle du mental là, qui fait que les gens ne sont pas assez efficaces pour pouvoir effectivement travailler correctement et faire progresser l'entreprise. Parce qu'en fait, une fois que vous avez donné les instructions, que la direction a donné une vision, une direction, si les gens en dessous ne prennent pas ça en main et n'essaient pas vraiment de faire ce que l'entreprise, l'administration a souhaité, les choses vont aller très lentement et ce sera au détriment de tout le monde. Tout à fait. Il faut le dire, c'est une étude menée sous la direction du professeur Dodi Amouzovi, enseignant à l'université d'Abo Mekalavi au département de sociologie et anthropologie. Monsieur Ribou, quand on voit un peu les résultats de l'enquête, c'est profondément alarmant. Quand on voit le portrait défini par cette étude. Et on pourrait se dire, rien qu'à partir de ce constat, que jamais le Bénin pourrait se développer. Écoutez, faut regarder un petit peu déjà le passé. 1960, un ensemble de pays sont sur la ligne de départ, indépendance et autres, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, etc. En face, vous avez la Corée du Sud, Taïwan, etc. La Chine et autres. Oublions la Chine, c'est un autre cas, mais pour reprendre, disons, des pays avec un système un peu similaire, c'est-à-dire liberté de commercer, de travailler, liberté d'entreprendre. Eh bien, lorsqu'on arrive à aujourd'hui, ces pays-là, Corée, Taïwan, Malaisie, etc., sont loin devant nous. Et nous sommes tous... pratiquement au même niveau. Exactement, oui, pas loin. Donc, ce qui s'est passé dans le passé risque fort de continuer dans le futur. C'est la question que vous posez, oui, effectivement. Alors, le livre fait constater que les employés dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, manquent d'engagement pour faire avoir des résultats à l'entreprise. Alors, comment cela se manifeste-t-il et quels sont les impacts sur la survie même de l'entreprise? Bon, ça se manifeste comment? Je dirais, il y a deux systèmes. Soit le chef d'entreprise ou l'administration est un peu laxiste, et dans ce cas-là, les gens en profitent de façon monétaire, ils vendent leurs services, ils détournent, etc. Si vous voulez, ça c'est le pire. Mais en imaginant que le chef d'entreprise soit rigoureux, il peut y avoir en réalité une espèce de lenteur à exécuter, se décourage rapidement. Moi, des choses que j'ai remarquées pendant tout mon passage, vous donnez une instruction à quelqu'un. Et puis, donc cette personne retourne dans son bureau et puis s'aperçoit que ça ne peut pas t'exécuter. Il arrête, il ne fait rien. Il ne va pas vers vous pour dire « Hé, patron, il
il y a un problème, ce que vous avez dit, ça ne marche pas. Non, il dit, bah, c'est pas exécutable et on ne l'exécute pas. Et, ou bien vous oubliez, et donc la chose n'est pas faite, ou alors vous n'oubliez pas, et 2 semaines après, vous revenez le voir en disant, alors ça en est où? Ah ben écoutez, mais j'avais remarqué que ça ne marche pas, c'est pas possible. Alors, au lieu de revenir vers nous et de dire, bon, à ce moment-là, on prend une autre direction, où on explique que non, il y a telle possibilité, la chose disparaît. Alors, c'est un phénomène qu'on voit très souvent, si vous voulez, que tout le monde a remarqué, aussi bien dans l'administration que dans le privé. Et effectivement, si les gens ne prennent pas en main la chose que vous leur dites de faire et ne décident pas vraiment de la faire, on arrête. Je vous donne un exemple à nouveau très courant. Bon, le petit bureau du CIPB. Je reçois une demande d'un espèce d'homologue à moi au Togo qui me dit, tiens, il faudrait comparer les ports de Lomé et de Cotonou. Parce qu'ils sont en train de faire un livre et ils veulent donc pouvoir insérer ça, une comparaison. C'est intéressant pour nous aussi. Tout à fait. À l'inverse. Mais non, on est allé voir l'ancien Bolloré, on est allé voir MSC, etc. Ils ne donnent pas les chiffres, tout ça, etc. On s'arrête. Ben non, je regrette. Il faut faire autre chose, il faut aller vers une autre autorité, il faut aller au bout de la chose. On ne peut pas dire, ben non, c'est pas possible, si vous voulez. Donc, il y a cette attitude-là qui manque de détermination souvent. Mais on parle très peu des employeurs et de leur façon de gérer l'employé. Est-ce que cela n'est pas l'autre cause aussi du comportement de l'employé au Bénin? On a l'impression que tout le mal est porté par l'employé, alors que l'employeur aussi a une responsabilité. Vous n'avez pas tort. Mon collègue, un de mes collègues me dit, les gens viennent avec leur intérêt dans l'entreprise. Et c'est leur intérêt qui va primer, si vous voulez. Alors là, vous avez l'aspect négatif et l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que si le chef d'entreprise ou le patron du département du ministère, ou le ministre lui-même, n'est pas vraiment strict et oblige à avoir des procédures et puis des contrôles, l'entreprise va aller à volo et puis chaque jour, on va en prendre un petit peu et puis à la fin, il n'y aura plus rien et l'entreprise va disparaître. Ça, c'est l'aspect négatif. Ça peut être corrigé. C'est-à-dire que le chef d'entreprise ou le patron d'un département ministériel, il peut très bien donc imposer aux gens d'être là à l'heure, d'être en réunion à l'heure. Il pose des questions et on répond. Ça, c'est l'aspect, disons, je dirais négatif. C'est-à-dire, c'est pas une négativité, c'est bien. Mais la positivité, c'est que l'employé à n'importe quel niveau peut venir vous voir en disant monsieur, vous avez remarqué ça? Ou bien ce que vous dites, parce que c'est pas... Et puis, parce que là, il y a un dialogue, et puis la personne s'implique, le patron peut donner son point de vue, et puis on avance. Mais si l'employé reste passif, exécute simplement ce qu'on lui a dit de faire sans aller plus loin, parce qu'il faut toujours aller plus loin, dans ce cas-là, ni lui n'aura d'avancement, ni l'entreprise, ni l'employeur aussi. Parfois, il y a des employeurs qui sont très fermés à la discussion, à des propositions. Pour eux, bon, il faut s'aligner sur tout ce qu'ils avancent. Mais on a ce contexte-là, M. Ribou, dans lequel vous avez quand même évolué pendant une trentaine d'années. Et je ne dirais pas que vous avez eu de piètres résultats. Votre secret, c'est quoi? Bon, d'abord, je vais répondre à votre remarque précédente. Oui. Vous avez raison. Vous avez des gens, je l'ai vu dans ma nouvelle profession, puisque moi, j'ai quitté Fludor il y a maintenant 2 ans, et je fais de la consultance et du conseil. Et vous avez effectivement des gens qui se prennent pour le Dieu sur terre, qui pensent qu'eux seuls ont raison, et effectivement détruisent l'entreprise. Et il y a des cas que j'ai vus personnellement, même j'ai dû renoncer à un mandat, parce que la personne en question était indécrottable. Vraiment fameux. Là, effectivement, c'est clair que ça ne marche pas. Bon, en ce qui me concerne, je dois dire que j'ai été quand même bien aidé par mon collaborateur. C'est une usine qui a quand même des expatriés indiens en particulier. Il y a eu sans choc culturel, il y a eu, je pense, une bonne collaboration entre ces cadres-là et puis le personnel. Donc, l'un dans l'autre, on est arrivé à avoir un résultat. Mais si vous voulez, c'est un peu le problème d'arriver à avoir des cadres compétents. C'est quand même plus facile qu'une usine, parce que l'usine, elle a un process qui est là et qui ne peut pas être changé, si vous voulez. Donc, ça veut dire que les gens, s'ils s'intègrent dans le process, à la limite, on ne demande pas plus que ça. Mais par contre, dans des situations qui sont par exemple dans le tertiaire, le commercial ou autre, si vous n'avez pas des responsables qui sont vraiment
qui en veulent, l'entreprise ne pourra pas aller très, très loin. Allez, une dernière question. Entre autres solutions proposées par le livre, l'enquête, il y a l'élément éducation, sur lequel d'ailleurs le livre met beaucoup d'accent. Mais quand on voit que chaque jour et chaque année, au fil des années, on décrit un peu le système éducatif et sa qualité et le profil des gens qui en sortent, est-ce que véritablement cette solution pourrait nous conduire à bon port? Écoutez, dans le livre, grosso modo, on a mis des solutions de court terme et des solutions de long terme. Alors c'est clair que la solution de court terme, c'est ce qu'on a parlé, c'est-à-dire d'avoir au moins des patrons qui mettent des procédures en place de façon à ce que l'employé, la personne qui est embauchée, sache qu'elle n'est pas là, ça ne sert à rien de venir avec son intérêt, parce que son intérêt sera pas pris en compte et il ne pourra pas faire des choses bizarres, détournées ou autres, si vous voulez. Hein. Mais... par contre, l'éducation, moi j'en parle dans l'optique Bénin 2060. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très long terme. Très long terme. C'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui, les résultats, donc effectivement on a affaire des enfants, mais le résultat ce sera en 2060. Alors vous dites, il y a des questions à se poser. Je ne pense pas, c'est une question de programmation de l'éducation, si vous voulez, surtout dans le primaire. C'est-à-dire que c'est là où tout se forme. Le cerveau des enfants accepte les choses, il y a une autorité qui est là, celle du maître, de la maîtresse, et ce que ces gens-là disent, c'est plus une parole d'évangile, ils l'enregistrent et puis après ils le rapportent à la maison. Alors, normalement, n'importe quel système éducatif dans un état, je dirais, moderne, c'est-à-dire depuis 2 siècles, c'est quand même l'État fait de l'enseignement avec une idée très précise de former des gens dans un but précis, donc des enfants qui vont dire des adultes. La révolution ici, c'est bien clair qu'il y avait un endoctrinement des enfants. Tout à fait. Et qui apparemment a été efficace. Parce que les enfants, on sortait de là patriotes, en fait, etc. Peut-être qu'il y a des choses qui manquaient. Il y a peut-être un aspect aussi anti-tradition qui n'était pas vraiment très bon, mais enfin, il y a quand même des choses claires qui ont perduré. C'est-à-dire alors maintenant, vous prenez par exemple le cas de la France, je l'ai pris plusieurs fois dans mon livre et dans mes entretiens, parce que bon, je connais un petit peu quand même. J'ai vu des vidéos de vieilles personnes qui racontaient comment ça se passait avant 1914. Dans leur époque. Ils avaient tous les jours, c'était soit instruction civique, soit instruction morale. Le résultat, vous aviez des gens qui sont partis en 1914, qui allaient se faire tuer pour la patrie, parce qu'ils y croyaient. Tranquillement et gentiment. Ce n'est pas très génial de la part des dirigeants qui n'avaient rien compris au problème, mais qui ont sacrifié des millions de personnes, mais enfin, ça a marché, quoi. Aujourd'hui, le même enseignement, dans le même pays, qu'est-ce que c'est? On veut former quoi? Des consommateurs béats et obéissants. On a réussi. Donc on a des gens qui sont à moitié illettrés, pour beaucoup, mais en tout cas, ils gobent tout ce qu'on veut leur faire gober, parce que le but du système, c'est bien ça, si vous voulez. C'est comme disait l'autre personne de TF1, libérer du cerveau pour vendre Coca-Cola. Ben, c'est un peu l'idée, si vous voulez. Donc on est arrivé à libérer. Ça veut dire que ça a marché. Ça a marché, c'est abominable, si vous voulez, ce qui se passe. Les gens sont désinstruits, si on peut dire, mais ça marche. Donc ça veut dire que l'éducation, ça marche. Donc pour moi, le Bénin, il y a une chose qui est claire. Il faut aller vers des systèmes comme en France avant 1914, où on enseigne aux enfants morale, instruction civique. Bon, instruction civique, d'ailleurs, Amouzovi en parle, et il parle de clubs patriotiques, etc. Je pense qu'il faut véritablement restaurer cela. Monsieur Roland Ribou, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Je vous en prie. Bonne journée à vous. C'était un plaisir, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était donc Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Il était là pour qu'on parle un peu du profil de l'employé béninois, qu'il soit en milieu privé ou en milieu public. Allez, voici les sports maintenant. Et nous voici donc pour l'actualité des sports. Ali Moumouni, bonjour à nouveau. Bonjour Tanguy. Les bonnes nouvelles qui nous viennent d'Accra. Oui. On va en parler. Bien entendu. Allez, on a parlé donc de la préparation parisienne dans un numéro du document de la semaine. Ali Moumouni, le bras de fer sportif, cette discipline qui n'a pas encore de fédération officielle, est celle qui fait la fierté du Bénin à Accra. Je l'ai annoncé tout à l'heure. C'était pour les
13e Jeux africains. Oui, une performance assez impressionnante, Tanguy. 2 médailles d'or remportées par Marie-Rose Lalaye dans la catégorie senior chez les dames. Il faut le dire tout simplement. C'était voilà, en l'espace de 24 heures et sinon 48 heures sur les images que nous proposons ce matin. Et cette finale qui n'a duré que plus d'1 minute face à la Ghanéenne Marie Odé. Voilà, 2 Maries qui s'affrontaient dans l'épreuve de bras de fer avec le bras droit bien entendu. Et c'est la Béninoise qui va s'imposer lors de cette finale. C'était le samedi dernier, le samedi 16 mars 2024. Et vous le voyez sur les images, assez intéressant, Tanguy. Absolument, quand on voit un peu des femmes déployer du physique comme ça fait toujours plaisir. On va voir. Oui. Allez. Et la Béninoise qui est en rouge. Et voilà. Et qui arrive. Super, bravo. Allez, assez impressionnant quand même. Et donc, il faut dire que cette performance intervient juste après celle qu'elle a réalisée avec le bras gauche. Grâce à cette performance, le Bénin passe du néant et donc pour se hisser à la 14e place grâce à ces 2 médailles d'or remportées au classement général. Vous voyez la médaille Tanguy, c'était tout simplement impressionnant de la part de cette jeune sportive béninoise. Et puis, si on peut se réjouir dans cette discipline, par contre, il y a plusieurs autres dans lesquelles le Bénin a été éliminé à l'image justement des footballeurs U20. Ali, c'était une défaite lors de la 3e journée face au Ghana. Oui, 1-0, c'est le score qui a sanctionné cette explication et pourtant les poulains de Mathias Deguenon ont bien démarré la partie avec des récupérations assez hautes. Nous vous montrons bien entendu comme celle-ci, vous allez voir avec cette frappe aussi, mais la situation pouvait se terminer autrement. C'était le dégagement voilà, que le gardien a réussi à sortir et vous allez voir sur cette image la contre-attaque ghanéenne qui intervient à la 34e minute et ce sera le but. Oh là, il n'a pas bien couvert. Non, pas du tout. Et voilà l'ouverture. L'axe central. Bien entendu, l'ouverture du score 1-0 par les Black Stars du Ghana qui s'impose à l'arrivée sur le score d'un but à 0. Score étriqué, bien entendu. On va faire le point du parcours des Guépards à cette compétition pour 3 matchs disputés. C'est donc 2 nuls et puis une défaite 0 but marqué. Un seul but encaissé. C'était face au Ghana pour le compte de la 3e journée. Tanguy, on va faire le point de tous les résultats des rencontres disputées lors de cette 3e journée. Le Bénin, on le disait, s'était incliné 1-0 face au Black Star du Ghana. Le Congo a pris le dessus dans cette même poule A face à la Gambie 2-1. Il faut noter la victoire de l'Ouganda qui a dominé le groupe B 1-0 pour sa dernière sortie face au Soudan du Sud et puis le Sénégal qui a pris le dessus sur le Nigeria 3-2 pour pouvoir ainsi se qualifier. On fait le point au niveau des différents groupes au classement général. Le Ghana est leader et passe pour les demi-finales ainsi que le Congo qui était 3e après la 2e journée. Le Congo qui entre-temps a eu une victoire pour totaliser finalement 5 points au classement général. Et puis le Bénin est 3e avec seulement 2 points moins 1 au goal average. Et au niveau du groupe B, il y a donc l'Ouganda, comme je le disais, qui termine leader avec 9 points engrangés sur 3 rencontres disputées. Très impressionnant carton plein pour cette formation ougandaise. Le Nigeria, 3e, pardon, il y a eu cette petite erreur sur l'affiche puisque le Nigeria a perdu face au Sénégal. Donc c'est le Sénégal qui va passer au prochain tour. Voici pour ce qui concerne les rencontres des demi-finales. On aura l'Ouganda face au Congo demain 19 mars à partir de 18h. Et puis l'autre explication, ce sera entre le Ghana et le Sénégal à 21h. Tanguy. On revient au pays pour parler du championnat national avec la Super Ligue professionnelle du Bénin qui a abordé sa 8e journée, c'était ce week-end. Assez de victoires au cours de cette journée. Un seul match nul, c'était bien sûr lors de la rencontre entre la Jeunesse sportive de Pobet et les Requins FC de l'Atlantique. AS Cotonou, pour ainsi le dire, s'est imposé 2-0 face à Yema. Idem pour Bani Gansey qui s'impose sur ce score identique. L'Union sportive des Cavaliers de Niké a pris le dessus sur l'Auto Popo. Je dirais première défaite pour cette formation des Lotto Boys. Voilà. Espoir FC s'est imposé à Damissa 1-0. Coton également engrange une nouvelle victoire 1-0 et ce sera sur ce même score que les Dragons vont s'imposer à l'équipe des Portuaires
1-0 pour finir en descente d'un cran. Pour parler de la Ligue Pro Suite, équivalent de la deuxième division, s'il faut le dire de cette façon, pour les équipes qui n'ont pas pu se qualifier pour la Super Ligue professionnelle du Bénin. Il y a Dynamique FC dans la zone A et B, la zone septentrionale, et puis le du centre du pays, et les Real Sport de Parakou qui sont séparés 2-2 scores, 0 but partout entre les deux formations. Rodio prend le dessus sur Dynamo FC de Parakou, 2-0. Abeille et Beke FC se séparent sur le score de parité, 2 buts partout. Il faut noter que les Buffs n'ont pas pu s'offrir une victoire cette fois-ci, un but partout face à Soleil FC. Et puis les Panthers s'inclinent à domicile, c'était à Djougou, 1-0 face à l'équipe de Boricon. C'était bien entendu l'association sportive des Tonnerres. Au niveau de la zone C, de Adjidja s'incline à Tofo face à Jeffa FC. Première victoire pour cette formation de Jeffa qui est en difficulté, mais qui a su s'imposer à l'extérieur cette fois-ci. ASV également s'incline à domicile, 1-0. La jeunesse sportive de Ouida a partagé le point avec Aziza, 1-0 but partout. Il faut noter la victoire de Ainovi, 2-1 face à Van Communist Sport. Et pour finir, score de parité entre la jeunesse athlétique de Ketou et l'association sportive de la police républicaine. Allez, on va continuer à parler football. À l'Imouni, on va découvrir ensemble le visage du tirage au sort de la Ligue européenne des champions. Ali, nos pronostics n'ont pas échoué. Le piège retrouve le Barça. Oui, on s'attendait à revoir peut-être cette explication de 2014. C'était bien entendu la première, sinon la plus grosse remontada de l'histoire. Ce qui a du moins mis dans l'esprit de tout le monde, c'est que je dirais, cette ferveur de vivre la remontada. C'était FC Barcelone, Paris Saint-Germain, le retour, la manche retour au Camp Nou avec l'impressionnante performance de Neymar et de Lionel Messi. Cette fois-ci, on va assister encore à une très belle explication. Et ce qu'il faut retenir, chose curieuse, Luis Enrique était sur le banc de Barcelone. Et cette fois-ci, il est du côté du Paris Saint-Germain. On verra ce que ça va donner. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Ce sera la grosse sensation. De toutes les façons, Arsenal aura pour adversaire le Bayern de Munich à partir de ce 9 avril à 21h. Bien entendu, le Real Madrid a hérité pour une troisième fois d'affilée le Manchester City, pour l'article. Manchester City, Tanguy, il faut le dire, l'année dernière c'était lors des demi-finales, cette fois-ci c'est en quart de finale. Qu'est-ce qui va se passer là aussi? De toutes les façons, il y a Jude Bellingham pour nettoyer. On verra bien si il peut assumer comme Cristiano l'assumait, comme Benzema l'assumait. Bien entendu. On verra bien s'il va assumer en tout cas pour ce. En tout cas, pour rappel, l'année dernière, le Real Madrid a échoué face à ses clubs des Citizens. Cette fois-ci, on verra bien ce que cela va donner. PSG affrontera le FC Barcelone pour la manche aller qui aura lieu du côté du Parc des Princes. C'est bien sûr le 10 avril prochain pour le rendez-vous et on finira avec la dernière explication de ce tirage au sort, Atlético de Madrid qui a hérité du Borussia Dortmund. Quel sera votre match le plus favori pour cette étape? Pour cette étape, je pense que j'aimerais bien suivre les deux rencontres entre le Real Madrid et puis Manchester City et le Paris Saint-Germain qui aura pour adversaire le FC Barcelone. C'est vrai qu'entre-temps, le Real a pris un peu plus d'expérience et d'assurance comparativement à l'année passée où City lui a fait voir de toutes les couleurs, en tout cas pour le match retour. C'est vrai aussi que City a baissé un peu de forme pour cette saison, mais on verra bien ce que ça va donner ce match-là. Par contre, le jeu qui reste ouvert, c'est le match qui reste ouvert, c'est le match PSG-Barça. Barça. On verra bien ce que ça va donner. Ali, merci beaucoup. Merci, Tanguy. J'ai dans ce studio un monsieur qui visiblement aime beaucoup le sport aussi, lui qui acquiesce depuis que Ali Mouni a commencé sa présentation. C'est l'honorable Gafari Adéchokan. Honorable Adéchokan, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous avez le foot, hein? Ah oui, j'ai été footballeur aussi. Ah oui? Vous avez joué quel club? Oh, j'ai joué à VS à Djovi en son temps. Okay. J'ai fait l'UNB aussi à Calavi. Quel poste? Oh, je fais pratiquement toute la ligne d'attaque. Ah oui? Ailier droit, ailier gauche, neuf. L'axe. Ok. Ou si on veut bien, on me ramène au 10, je suis un bon distributeur. On va penser peut-être à une autre réforme au niveau du Parlement pour former une équipe parlementaire. Oui, des députés, et je verrai bien ce que ça peut donner. Pourquoi pas, mais on a pris de l'âge maintenant. Non, vous aurez comme adversaire aussi des gens qui ont pris de l'âge. De toutes les façons, c'est bon pour organiser des événements caritatifs. Tout à fait, puis, ça permet quand même de mobiliser du monde, et pour déstresser aussi. Tout à fait. Oui.
Allez, allez, Mouni, bonne journée. Merci Tanguy Adma. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, voici notre deuxième invité. Honorable Adéchakon, bonjour à nouveau. Bonjour. Vous êtes là pour qu'on parle non pas sport et football, mais plutôt politique. Parce que justement, le jeudi dernier, la Cour constitutionnelle a sorti sa décision pour accepter, en tout cas, la correction ou les corrections qu'on a apportées au code électoral au niveau de l'Assemblée nationale. Cela est conforme à la Constitution, a dit l'institution. Je vous imagine un peu déçu, choqué ou fâché ou indifférent. Tout à la fois. Tout à la fois. Tout à la fois. Comment ça? Comment on peut avoir un mélange de sentiments comme ça? Parce que je vais peut-être vous surprendre. Mais avant d'avancer, je vais commencer par saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous écoutent ce matin. Et souhaiter un bon début de carême aux musulmans du Bénin et du monde entier. Et dit que après cela, c'est terrible ce qui nous arrive au Bénin. Pourquoi? C'est terrible. Pourtant, moi, je n'étais pas surpris. J'étais pas surpris parce que la thérapie du président Patrice Talon a pris par là, où toutes les institutions, il a dit lui-même, doivent être sous son emprise. Et la Cour constitutionnelle n'échappe guère à cela. On le voit très bien à travers cette décision-là, qui a surpris les autres. Parce que moi, j'avais déjà intégré cette donne-là, que le chef de l'État a entièrement la même mise sur toutes les institutions de notre pays. Et là, des discussions avec les amis, j'ai dit non, c'est pas, vous allez voir, cette Cour-là, il n'y aura pas de miracle. Ils vont aller dans le sens de la demande du chef de l'État. Et ça n'a pas échappé. C'est pourquoi je n'étais pas sûr. Ce ne sont pas des idées a priori, des sentiments. Non, c'est pas. C'est des gens qui sont avertis de leur job, qui sont pétris de talent, de métiers, etc. On connaît le président de l'institution. On ne peut pas dire que ce soit soumis totalement à des ordres venus. D'ailleurs, il est quand même d'une certaine expérience, d'un certain âge, et il en a vu d'autres. Je suis d'accord avec vous, mais cette thérapie de talent ne néglige rien. Et ça n'a pas... le président dont vous parlez ne peut pas résister à cela. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est peiné. Quand on voit que dans le code qui dit il n'y a pas d'alliance, il n'y a plus d'alliance dans notre processus électoral, et que subitement on dit qu'il y a un accord de gouvernance qu'on peut mettre en place. Oui, mais ils ont le temps d'expliquer que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que l'alliance des partis politiques, par exemple, proposait à la fin une liste commune aux deux partis pour aller aux consultations électorales, alors que justement l'accord de gouvernance impose que les deux partis aient chacun sa liste a fait qu'on aille aux élections, quitte après à faire lorsque l'union est interdite, on doit l'interdire à tous les niveaux. Il n'y a pas de demi-mesure quelque part. Et c'est là, moi, je suis vraiment peiné et je dis, mais l'heure est grave. L'heure est grave pour ce qui se passe dans notre pays. Les hommes de science ont fait chose là, ont troqué leur science contre... Ça c'est une lecture personnelle. Oui, c'est pas personnel. Alors, vous êtes parmi... C'est ce que nous voyons. Vous êtes parmi ceux qui ont déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Le vôtre portait sur 7 points, essentiellement, comme par exemple celui que vous aviez évoqué tout à l'heure, la question de l'alliance. Mais au-delà de ça, vous êtes allé sur d'autres aspects. Naturellement. Quels sont les aspects qui vous avaient intéressé? La Cour. N'oubliez pas que cette... relecture du code est consécutive à des remarques et recommandations de la Cour, à la décision DCC 24-0, je crois 04 de janvier 2024, et à travers laquelle la Cour a donné des directives précises. La question des normes au niveau
des honorables députés a été réglé. Et il fallait harmoniser pour les maires. Pour les maires. Mais aujourd'hui, nous avons vu que normalement, cette injonction-là, le Parlement ne devait pas aller outre. Régler ça et après reprendre son manteau de projet de proposition de loi pour faire tout ce qu'on veut au niveau. Mais ça n'a pas été le cas. Oui, mais est-ce qu'il fallait faire un jeu d'aller-retour entre la Cour constitutionnelle et le Parlement quand on a l'opportunité de tout faire en un bloc, quitte à ce que la Cour analyse et valide ou invalide? C'est compliqué que cette Cour-là, vu qu'elle a déjà pris cette décision-là, qu'elle valide des principes qui hors normes, qui ont été mis au-delà des préoccupations qu'elle avait évoquées au préalable dans sa décision. C'est gênant. Vous avez parlé aussi... Oui. Nous avons parlé de la violation qui vous pose problème aussi par rapport aux modifications. Il y avait quand même beaucoup de griefs à faire. Il y a la question de la souveraineté qui aujourd'hui est mise à sac à travers cette loi-là, où, bien entendu, vous savez que il a été nommément spécifié au niveau du préambule que la souveraineté est du ressort du peuple et qu'aucune entité, aucun parti, aucun groupe, aucune personne ne pourrait l'aliéner. Mais ce que nous voyons à travers cette loi-là, est-ce que ça pose un problème de souveraineté? On est en train de confiner le peuple dans sa prise de décision. Lorsque nous décidons subitement comment je vais dire, nous décidons subitement de retirer la question du choix libre d'un candidat par les parrains, et que nous confions ça aux partis politiques qui, dorénavant, peut faire ce qu'il veut de ce système-là, de ce parrainage-là, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Nous pensons qu'il y a une violation flagrante de la souveraineté, de la liberté de chaque parrain à choisir le candidat qui lui plaît. Mais et là, nous sommes en train de déranger un peu, de déranger trop les règles même que nous sommes. Je vais vous présenter un cas. Vous êtes 28 députés actuellement au niveau du parti les démocrates. C'est-à-dire le nombre juste qu'il vous faut pour avoir un candidat. Mais imaginez, M. Adéchokan, que le parti Les démocrates choisisse un candidat pour 2026 et que dans vos rangs, il y a quelqu'un qui va soutenir ou qui va donner son parrainage, par exemple, à un candidat de l'UPR ou du BR. Vous allez faire quoi? Ça vous fait quoi? Nous sommes un parti démocrate et les débats, les discussions se prennent à notre sein de manière démocratique, de manière concertée. Oui, s'il y a un parrain, par exemple, chez vous, on aura déjà deux parrains déjà chez vous, qui vont signer pour un autre candidat, notamment issu de ce gouvernement que vous aviez combattu tout le temps. C'est pas évident, c'est des cas extrêmes. Mais ça peut arriver. Évident. On a vu par le passé. C'est pas Tanguy, c'est pas évident. On a vu par le passé. À notre sein, c'est pas évident que ça arrive. Ça peut arriver. Depuis que nous avons commencé au niveau de ce Parlement, ils ont fait tout possible pour qu'on puisse aller en disperser, mais non. Le bloc des 28 est toujours resté compact. Ce bloc-là est resté vous êtes sûr que ça va rester comme ça Ça va rester compact puisque nous n'avons pas des objectifs personnels. Nous avons un objectif de groupe, celui de défendre ce peuple-là et de le porter vers la restauration de sa souveraineté. Honorable, la Cour a tranché maintenant, vous allez faire quoi? Non, les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours, on le sait, mais on peut les critiquer, on peut en parler. Vous n'allez pas passer toute la vie à les critiquer et penser à 2026, non? Non. Et laisser, Ça va m'amener à énoncer un principe. Lequel? Vous savez, lorsque les dirigeants
en général, tue, torture, traumatise le peuple avec la complicité des juristes, des instances vassalisées, corrompues, et de l'armée, de la police, de tout ça là. Il revient à quoi? Au peuple d'arracher sa souveraineté et de la défendre par tous les moyens. Ah oui, et ça va être en 2026. C'est par les urnes et c'est par la on campagne électorale. Donc, il vaut mieux oublier la Cour constitutionnelle et tout ce qu'elle a décidé. Nous allons dire ici aujourd'hui s'articule autour de ce principe-là. Nous faisons foi que la souveraineté du peuple, personne ne peut l'aliéner. Nous faisons foi à cela, à ce principe-là. Nous devons travailler à partir de maintenant à conscientiser ce peuple-là pour qu'il puisse arracher sa souveraineté en 2026, vaille que vaille. Et nous allons y travailler, et nous y travaillons déjà. On espère en tout cas que vous allez y arriver. Mais j'ai entendu, en tout cas quand j'ai écouté aux portes du Parti Les Démocrates, entendu dire qu'on va engager d'autres actions, notamment au niveau de la justice, contre cette décision de la Cour constitutionnelle. C'est vrai ça? Je suis d'accord. Lorsque nous discutons au niveau de l'Assemblée nationale, vous voyez, il y a un certain nombre de choses que nous disons et que nous arrêtons ensemble. Lorsque l'on produit les lois et que nous voyons des intrusions d'éléments au sein de la loi ou d'autres qui ont été estipés, il est normal que on éprouve, et la justice, et même la Cour constitutionnelle aussi. C'est ce que nous avons fait par nos requêtes que nous avons envoyées. Mais pratiquement, la Cour est passée à côté. Et je pense que... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous payer des avocats, engager un bras de fer judiciaire? Nous allons continuer à éprouver le système. Nous allons continuer à éprouver le système. C'est de notre droit constitutionnel de le faire. Nous allons continuer. Est-ce que vous ne perdez pas trop d'énergie à faire ça, plutôt que de vous concentrer sur 2026 et voir quels sont les mécanismes par lesquels, les astuces par lesquelles vous pourriez passer outre justement ces barrières que vous, appelez, et qui sont posées devant vous? Je vous avais dit que nous allons travailler pour que le peuple reprenne sa souveraineté en main. Et ça englobe tout ce que vous demandez là. J'ai vu que le code électoral a quand même eu un avantage, en tout cas dans son état actuel. Déjà un premier avantage, c'est que cela a contraint par exemple les partis politiques de l'opposition à non seulement organiser une conférence de presse conjointe, mais surtout à bénéficier, les démocrates ont bénéficié de cette promesse du parti FCBE, de les appuyer en tout cas pour obtenir les paris qu'il faut en 2026. C'est un bonheur pour vous. Déjà, dites merci au code électoral, non? Nous avons été toujours ouverts à ça. Bah oui. Mais les échanges de pistolets par le passé n'ont pas vraiment montré que c'était vraiment ouvert. Il faut pas qu'on s'appuie sur ça, puisque dès notre constitution, nous ne sommes pas restés en vase close pour la création du Parti Les Démocrates. On a élargi à beaucoup de tendances. Et déjà, les reliques de l'FCBE du passé sont en grande majorité au niveau du Parti Les Démocrates actuellement. Et bon, si aujourd'hui, ils estiment que la méthode, les principes qui les gouvernent hier peut changer aujourd'hui pour qu'on se mette franchement ensemble, nous sommes preneurs. Est-ce que ce n'est pas vous qui devrez changer? Ils disent qu'eux, ils font de l'opposition constructive et qu'eux, ils ne font pas des marches pour casser, ils ne font pas... On n'a jamais fait des marches pour casser, nous. Ah oui? On n'a jamais fait des marches pour casser, nous. On n'a jamais été une opposition non constructive non plus. Lorsque nous dénonçons quelque chose, nous donnons notre approche de la chose, la solution qu'on doit proposer pour améliorer les conditions. Et d'ailleurs, nous avons remarqué que beaucoup de choses ont été corrigées. Ils disent que vous avez un discours radical. Depuis que nous sommes là, une opposition ne fait pas des beaux yeux au pouvoir. C'est naturel. Un dernier axe de nos échanges, le temps de vous laisser partir. En tout cas, c'est fini déjà? Oui, vous avez des choses à dire encore. J'aurais aimé qu'on surfe sur la situation politique en général aussi. Vous savez? Oui. Le Bénin est à terre. Le Bénin est à terre. Là maintenant, là? Actuellement, le Bénin est à terre. Là maintenant? Oui.
les deux poumons de notre économie, le porc et le coton, pratiquement, c'est en crise. Le porc, pratiquement, c'est au niveau zéro. Le coton, c'est des scandales sur des scandales. Quelles sont vos sources? Oh là là. Tout va très bien. Les entreprises sont ouvertes. Les salaires tombent à temps. Montez sur le 3e pont la nuit. À peine vous allez sur la mer, en rade, à peine vous allez voir un bateau. Avant, c'est des dizaines, plusieurs dizaines de bateaux qui sont en rade sur la mer. Vous savez qu'il y a une crise économique. Allez voir les dockers. Oui. Allez voir les dockers. Vous savez qu'il y a une crise économique et financière. Les gens se suicident, les gens meurent de faim. Qui secoue le monde entier. Même tout à l'heure, je ne sais pas si vous aviez suivi notre bulletin d'information, vous avez la chute du Naira, par exemple, qui crée beaucoup de problèmes au Nigeria. On est d'accord. Donc on n'est pas en Il n'y a pas que le Nigeria. Oui. Il n'y a pas que le Nigeria qui fréquente le port. Vous voyez, les mauvaises décisions, on nous a amenés à avoir une barrière avec le Niger et les autres pays de l'interland. Oui, mais tout est en train de rentrer dans l'ordre. Ça veut dire que ce pouvoir prend trop de mauvaises décisions. Okay. Il faut que, de manière concertée, qu'on se retrouve et qu'on s'asseye pour parler de comment faire pour régler ces justement, c'est l'axe sur lequel je voudrais qu'on finisse nos échanges. Vous parlez d'assises. Oui. Est-ce que ce n'est pas fatigant, ce refrain? Il y a longtemps que vous demandez ça, personne ne vous écoute, personne ne vous entend. On est à 2 ans, de la fin du mandat du président qui est là. Faut-il pas mieux fermer les yeux, aller travailler et lui prendre le pouvoir en 2026 plutôt que d'appeler encore des assises nationales? Est-ce que chaque fois quand il y a crise, vous allez appeler aux assises nationales? C'est indispensable. C'est indispensable. Lorsque les institutions de notre pays, toutes les institutions sont entre les mains d'une seule personnalité. C'est quoi, il y a différents présidents. Une seule personnalité. Chacun joue son rôle. Une seule personnalité. Oui, on peut pas dire c'est lui qui contrôle tout de bout en bout. Et vous voulez que nous nous sentons à l'aise en tant qu'opposants alors que il est normal, la Constitution est claire là-dessus. L'opposition doit être représentée à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on a fait tout possible pour écarter l'opposition au niveau de toutes ces instances-là aujourd'hui. Et nous demandons quoi? Il faut qu'on s'asseye, qu'on regarde, qu'on améliore. La révision du code électoral qui aurait pu nous permettre de régler un certain nombre de choses nous a bouché encore, renforcé les inquiétudes au point où aujourd'hui, vous voyez, au niveau du peuple, c'est l'ancienneté. Honorable Gafari Adéchokan, je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti Les Démocrates. Merci d'être venu sur la Communauté. Merci beaucoup, Tanguy. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette deuxième partie d'Actu Matin. On va faire la pause et on revient après. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
Donc le commentaire de la rédaction avec Franck Aonou. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. On parlait du code électoral modifié désormais. C'est fait, hein? Vous dites que le plus dur commence. En tout cas, pourquoi est-ce que pour vous, le code modifié permet d'engager le plus dur? Oui, le code électoral Tanguy est modifié après relecture par les députés à l'Assemblée nationale. Il a passé le filtre de la Cour constitutionnelle également qui a attesté que le produit est désormais consommable pour dire qu'aucune des dispositions et amendements apportés à ce code ne viole la Constitution. Elle devient une loi qui doit régir l'organisation des prochaines élections dans notre pays et dès cet instant, le choix de ceux qui pensent qu'il y a des dispositions de ce code qu'il fallait extirper ou élarguer ont très peu de chances, sinon qu'un seul choix désormais, s'approprier la loi, l'appréhender dans tous ses contours et mesurer la portée qu'aura sa mise en application dès que sa promulgation sera effective par les soins du chef de l'État. Pendant ce temps, le débat va se poursuivre dans les différentes chapelles politiques au sein de l'élite de notre pays, dans les amphithéâtres et même dans le rang des citoyens qui attachent du prix à cette loi. Et je me permets de dire que le plus dur commence dès maintenant pour plusieurs raisons. Primo, ce nouveau code change carrément les réalités politiques de notre pays avec à la clé de nouvelles donnes qui dictent une nouvelle ligne de conduite. Ne seront désormais dans l'arène politique pour les compétitions que ceux qui le peuvent et non ceux qui le veulent. La compétition impose de nouvelles règles qui obligeront les partis politiques à raviver la flamme de l'effort, la flamme des stratégies politiques, à rivaliser d'ingéniosité, de l'énergie. Les partis politiques, les acteurs politiques en l'occurrence, en débaucheront pour quadriller tout le territoire national au risque de se voir sur le carreau. La tâche sera âpre. Comme toute loi, celle portant code électoral modifié le mardi 5 mars dernier peut présenter des limites et c'est ce que craint notamment la société civile, chose bien normale dans un état de droit. Secondo, la marche effectuée par les acteurs politiques depuis la conférence des forces vives de notre pays. Cette marche, disais-je, devra changer avec ce nouveau code. La vraie question que l'on se pose à ce niveau précis, c'est: a-t-on raison de faire les choses ainsi, loin des tiraillements, des différentes tendances auxquelles peut faire appel cette interrogation? Il apparaît impérieux que le combat politique se fasse davantage loin, non dans les discours, mais dans les actions à impact remarquable. Sur le terrain, le plus dur commence parce que ce code exige des acteurs politiques plus d'esprit de créativité qui permettent d'être présents et en permanence sur le terrain. Cela peut avoir, comme je l'ai dit plus haut, des insuffisances. On peut en convenir et les mettre sur la table des discussions à l'heure du bilan Tanguy. Vous l'avez dit, le débat autour de ce code va se poursuivre. Si la société civile ou encore d'autres composants de la société disposent de la moindre opportunité, elle demandera que certaines dispositions soient revues dans tout ça. Que fera ou que doit faire le chef de l'État? Patrice Talon, je pense qu'en tant que chef de l'État, en tant que président de la République, la loi lui confère le droit de promulguer ce code dès lors que les 7 sages de la Cour ont donné leur caution quant à sa conformité à la Constitution. On sait qu'étant précurseur du système partisan et qu'il est démontré par les acteurs politiques, ceux qui soutiennent ces actions eux-mêmes, que ce code vient renforcer ce système. Patrice Talon fait partie de ceux qui sont confortés à travers le vote de cette loi. Sinon, ne pas promulguer la loi, ce serait un gâchis pour ceux qui ont mené jusque-là cette modification. Mais lorsqu'on a terminé de voir la chose sous cet angle, Patrice Talon reste le père de la nation. Le code électoral est une loi qui s'impose désormais à tous, d'accord? C'est une loi qui oblige les partis politiques à bosser comme des forcenés sur le terrain pour prétendre, par exemple, au partage des sièges à l'Assemblée nationale. Là aussi, on est d'accord. C'est une loi qui va faire, disons, disparaître les micros, les partis claniques au profit des grands blocs. On est aussi d'accord, mais lorsqu'on a fini de dire tout le bien possible de cet arsenal juridique et des implications qu'il génère vis-à-vis des acteurs de la vie politique, je pense que le président de la République a dorénavant un rôle primordial à jouer. C'est d'offrir, de créer, de garantir davantage les conditions de manifestation des libertés politiques, de garantir davantage l'éclosion du vrai débat politique en relation avec l'esprit de ce code, permettre à tous les partis politiques ou aux blocs qui se seraient formés dans le temps de participer à l'animation de la vie politique dans un environnement et dans un esprit sécurisé, ouvert à la confrontation des idées, surtout à la contradiction, auquel cas
les choses risquent d'être insoutenables pour les acteurs politiques, surtout lorsqu'on sait que les amendements sont venus corser assez bien déjà les conditions de l'exercice de l'activité politique. C'est de cette seule façon que Patrice Talon va léguer un bon héritage à la génération montante et future. C'est de cette seule façon que son nom entrera dans l'histoire lorsqu'à l'avenir on aura expérimenté suffisamment le système partisan et qui aurait porté des fruits positifs pour le monde politique au Bénin. Merci à vous, Franck, pour ce commentaire. On va élargir nos échanges aux autres acteurs. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. Allez, on aura deux axes de discussion. On va d'abord aborder la question liée justement à la décision de la Cour constitutionnelle, après justement l'actualité du jeudi dernier, puis après on va projeter un peu ce que je dois dire, les partis politiques et la vie politique nationale en général donneront comme aspect pour les tout prochains mois ou années si vous voulez. Loris, surpris par la décision de la Cour ou pas? J'avoue que je suis un peu surpris, je l'avoue, ça je le dis franchement. Pourquoi surpris? Parce qu'il y avait certains points sur lesquels je m'attendais à ce que la Cour voit un peu plus la profondeur des récriminations qui sont portées par les requérants. C'est vrai que déjà au niveau des requérants, il y a certains qui ont été directement déboutés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habileté nécessaire pour pouvoir formuler des requêtes en la matière. Mais pour ceux qui ont été, pour les requêtes qui ont été acceptées, il faut déjà voir par rapport surtout le système, comment on appelle la période de qu'est-ce que je vais que je raconte n'importe quoi. Non, et par rapport à l'accord de gouvernance, voilà, merci. Par rapport à l'accord de gouvernance, c'est vrai que on a eu certaines expressions pour pouvoir justifier, dans le même temps qu'on sait qu'il y a l'article 32 alinéa 2, je crois, l'article 32 alinéa 2 qui, d'une certaine manière, interdit, fait interdiction aux partis politiques, les accords d'alliance, les alliances de partis politiques et tout ça. La Cour est revenue. J'avoue sincèrement que sur ce point, j'ai été un peu surpris parce que dans le même temps qu'on refuse les alliances de partis politiques, la Cour explique d'une certaine manière que oui, ici, quand on parle d'accord de convergence, de gouvernance, ce n'est pas une alliance de partis politiques. D'un côté, il y a des partis qui vont ensemble à une liste consensuelle, et de l'autre côté, chacun va avec sa liste d'une certaine manière. Bon, c'est vrai que ce sont les explications de la Cour, et des explications qui peuvent être aussi interprétées d'une autre manière, mais la décision de la Cour étant sans recours, nous sommes obligés de ne qu'accepter. Mais pour l'instant, je pense que jusque-là, il y a encore des aspects qui sont un peu mal compris à mon niveau. On verra comment, dans l'applicabilité, parce que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est l'applicabilité de cette loi qui fera que, est-ce que la Cour avait vraiment raison de l'accepter en l'état ou pas? William? À la question de savoir si je suis surpris ou pas. Oui. Non, il y a une partie du raisonnement du juge qui m'a surpris, ça je l'avoue. Il y a des questions sur lesquelles le juge a pu me convaincre peut-être. Ou est-ce qu'il vous a surpris? Ou est-ce qu'il vous a convaincu? Sur la question du parrainage, le raisonnement du juge pour moi, c'est un revirement jurisprudentiel. Je ne sais pas si je suis qualifié à observer les choses de la sorte. Quand le juge dit que le parrainage n'est pas encadré, mais qu'après, il revient dire dans son motif d'après que la loi n'encadre pas le parrainage, mais fixe le cadre de son exercice. Ce n'est pas une liberté absolue, alors qu'on sait ce que la Cour constitutionnelle, l'institution constante, sa composition dépend peu de ses décisions. Elle est censée être la garante, quelle que soit sa composition, de la constitutionnalité de nos lois, de la garantie des libertés fondamentales et également du bon fonctionnement régulateur, du bon fonctionnement des institutions. Sur cet aspect, je crois que je n'ai pas pu être convaincu par l'argument de la Cour. Mais quoi qu'on en dise, qu'à cela ne tienne, la Cour a dit le droit. Parce que c'est elle qui est en droit de fixer, selon les normes qu'elle juge importantes et selon les prescriptions qui lui tiennent à cœur, c'est la Cour qui est en droit de renvoyer dos à dos les requérants, qu'ils soient députés
à l'Assemblée nationale du Parti Les Démocrates ou qu'ils soient des citoyens, bien que n'ayant pas la qualité de saisir la Cour en cette matière, c'est le droit que la Cour a dit, c'est son droit que la Cour a dit, quitte à être d'accord selon les lectures politiques ou pas. Parce que, vous savez, ce qui est très délicat dans le travail de la Cour constitutionnelle, c'est que le droit que la juridiction constitutionnelle dit renvoie à l'activité politique. Et l'activité politique, nous savons ce que c'est. La Cour, en raisonnant, par exemple, sur le parrainage, avec une loi inférieure à la Constitution, comme la Charte des partis politiques, en raisonnant sur le système partisan, j'ai senti une Cour dans des arguments beaucoup plus politiques que juridiques. C'est une perception qui est mienne. Tous ne pourront peut-être pas l'épouser, un peu comme je peux ne pas être d'accord avec la lecture que X ou Y ferait de cette décision. Mais bref, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est la décision du juge constitutionnel. Retour à la scène politique, parce que sa décision renvoie justement à retourner sur les chevaux et mener la vie politique de tout temps. Eric ? Je pense que dans la globalité, la Cour a rendu sa décision à la lumière de notre Constitution. Moi, je n'étais pas dans une quelconque position. Je savais d'une manière ou d'une autre, même si la Cour avait déclaré certaines dispositions contraires à la Constitution, ça restait une décision. Justement, et donc ce n'est pas parce qu'à l'arrivée, ce que certains attendaient comme rejet, n'est-ce pas, que la décision de la Cour en soi n'est pas conforme à la Constitution. Je pense qu'après, dans le discours politique, on peut comprendre que chacun dans sa position veuille avoir un discours qui l'arrange d'une manière ou d'une autre. Je pense que quand on feuillette un peu point par point les décisions rendues par la Cour sur le parrainage, vous verrez qu'on a davantage motivé, n'est-ce pas, la Cour a motivé sa décision en précisant qu'elle ne met pas fin justement au caractère individuel des parrains. Je lis rapidement quelques arguments. Qu'il s'ensuit qu'un parti politique est doté d'une ligne constituée par l'ensemble des règles à l'effet de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. Qu'acte politique grave destiné à avaliser un candidat à la candidature, le parrainage est non seulement un filtre destiné à réduire les dépenses électorales, mais à permettre au seul candidat méritant et qualifié de briguer le suffrage des électeurs, qu'il contribue à l'avènement de formations politiques fortes, durables et favorise des débats sereins sur la vision et les projets de société, qu'ainsi la ligne du parti doit l'emporter sur les ambitions individuelles, que le détenteur du pouvoir de parrainer étant d'abord le militant d'un parti politique, il conserve certes sa liberté, mais ne peut en jouir dans le cadre du parrainage qu'en conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique. Qu'au surplus, le Code électoral dans sa version issue de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 n'a pas encadré l'acte de parrainage, contrairement à la réforme de 2024 qui instaure la cohérence entre les engagements et les actes politiques. L'article 132 nouveau, avant-dernier et dernier alinéa, ne met pas fin à la liberté de parrainer, mais fixe le cadre dans lequel elle s'exerce conformément à l'esprit du système partisan qui structure la compétition électorale. Donc je pense que sur chaque aspect, la Cour a quand même essayé d'avancer ses arguments avant de prendre sa décision. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que chaque parti politique, après ces décisions, doit pouvoir à présent se mettre à disposition de leurs militants et de faire véritablement le travail qu'il convient, parce que la décision, elle est prise. À présent, il faut justement faire en sorte qu'au niveau de chaque formation politique, on puisse vraiment aller sur le terrain, batailler, n'est-ce pas ? Il ne faut pas que la peur de l'effort ou de la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut, nos limites dans une position de ne pas essayer, de ne pas avancer. Tout compte fait, moi j'estime qu'on ne demande pas autre chose aux formations politiques que ce qu'elles font déjà dans leur existence. Elles sont appelées à aller convaincre des électeurs, elles sont appelées à animer la vie politique, elles sont appelées à conquérir le pouvoir. Et donc, dans ce qu'on leur demande, c'est toujours dans le code, justement, de pouvoir véritablement animer la vie politique. Je pense qu'il y a des avancées avec ce code qu'il faut davantage saluer et qui fait qu'aujourd'hui, nous tournons dos à un système politique bien meilleur, n'est-ce pas, que ce que nous avions connu jusque-là, et qui justement nous permet d'avoir aujourd'hui un environnement politique sain,
où des partis politiques seront plus forts que des individus, n'est-ce pas, qui pendant longtemps pouvaient dicter leurs lois en fonction du changement de régime, pouvaient dicter leurs lois pour peu qu'ils aient une popularité dans telle zone, et puis tout ça, et leur personnalité écrase les formations politiques. Or, la loi a consacré les formations politiques pour animer la vie politique et non des individus. Eric, Franck. Oui, vous savez, pour les quelques cours que j'ai reçus en fac de droit, moi j'ai toujours trouvé que le droit est trop complexe. Le droit parfois vous lance dans un champ où vous ne vous retrouvez pas. Vous voyez, il suffit d'une virgule ou d'un mot qu'on a amené, placé dans une disposition, et ça change tout. C'est cela qui permet aux individus, aux citoyens ou même aux sachants de vous interpréter parfois la loi, ce que dit la loi, mais également l'esprit de la loi. Lorsque par exemple l'argument de certains, on estime que il y a eu des arguments beaucoup plus politiques que juridiques par exemple, lorsque vous allez rencontrer peut-être ces sages de la cour, ils vous expliqueront que tout cela tire sa source de la loi et vous donneront leur argument. Un autre sachant vous dira autre chose, mais qui tire sa source de la loi. Donc c'est beaucoup trop complexe pour moi, et je me dis que les ennuis que nous avons souvent dans l'interprétation des décisions, parce que de mémoire de Béninois, il n'y a jamais eu une décision de la Cour qui n'ait fait objet de critique, qu'on me donne une seule. C'est-à-dire de critique, de commentaires. On dit, la Cour a dit le droit, il n'y a pas de recours, mais je pense que il y en a toujours eu depuis que, en tout cas moi j'ai été... C'est la démocratie. Voilà, donc depuis que j'ai été éveillé, même si la Cour d'Ossa allait dans un autre sens, nous allons encore avoir des commentaires sur... Sosa, la Cour Sosa allait encore dans un autre sens, les commentaires suivants. C'est pour dire que c'est parfois le droit même qui nous emmène sur ce terrain-là et qui ne nous départage pas finalement quand il s'agit d'interpréter la loi, de faire ci et de faire ça. Mais dans la globalité, moi je pense que la décision que la Cour a rendue, beaucoup de personnes auraient voulu que sur certains aspects, que la Cour puisse trancher d'une autre façon. Mais d'où est-ce que nous avons quitté? Nous avons quitté l'injonction de la Cour, c'est-à-dire de régler la question de l'égalité, de la légitimité, de la légalité des parrains. Lorsque je parcours la décision aujourd'hui, c'est que c'est chose faite et c'est déjà bien que nous ayons déjà cet acquis. Ce sont les autres dispositions qui sont arrivées, les autres amendements qui sont arrivés dans la relecture du code électoral qui ont posé problème, mais également certaines attitudes que les députés ont dénoncées. Ça, je mets ça dans le compte des pratiques parlementaires que eux-mêmes, ils devraient trouver les moyens de résoudre à leur niveau. Parce que lorsqu'on me dit, par exemple, que lors de la suspension, le président de la commission des lois est revenu avec d'autres amendements, à une vitesse, disons, de croisière. Il a fallu l'intervention du président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est je me dis que c'est leur problème là-bas qu'ils doivent chercher à résoudre. Lorsque le document au niveau de la Cour constitutionnelle, je pense que c'est l'interprétation que la Cour en a fait. Malheureusement, on ne peut plus faire de recours. Je me demande si il y a d'autres marges de manœuvre pour revoir encore les choses. Seuls les sachants nous le diront. J'ai écouté le député démocrate qui a dit qu'ils vont user d'autres moyens de droit pour essayer de faire changer les choses, de revoir un peu la teneur de ces amendements, de ce qui a été apporté à la Cour. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, la loi est là. Et, comme je l'ai dit, le plus dur commence pour les partis politiques. Parce que, vous vous rappelez, la loi de 2019 qui a permis d'aller aux élections, il y a eu beaucoup de critiques. Mais les partis politiques se sont alignés après. Même ceux qui sont les plus critiques en la matière ont pu participer aux élections, ont pu aller à la compétition avec cette loi-là. Donc moi je me dis qu'il faut maintenant prendre son bâton de pèlerin, commencer par se préparer, parce que les démocrates, je sais qu'ils aspirent à la conquête du pouvoir pour exercer le pouvoir d'État, que le président sorte de leur parti. Et donc,
avec ces nouvelles donnes, s'ils ne travaillent pas, si on doit rester toujours dans le carcan de la critique, ça va être compliqué pour eux sur le champ politique. Ce qu'ils ont annoncé, en fait, sur la suite qu'ils pourraient donner à cette procédure ou à ce contentieux hors de la Cour constitutionnelle, c'était justement la première phase de leur débat jeudi dernier à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, les députés, les démocrates ont commencé déjà l'audience par une question préjudicielle. Ils ont trouvé que, en fait, la loi, quelle était la loi qui a été transmise au président de la Cour constitutionnelle ou à la Cour, à l'office de la Cour, que eux, jusque-là, ils n'ont jamais eu copie d'aucune mouture de la loi finalement votée qu'ils ont adoptée au Parlement. Et on a assisté à ce, je l'appelle, malheureux incident de la démocratie, que ce soit le greffier de la Cour constitutionnelle sur instruction du président de la Cour constitutionnelle qui donne à des députés copie de la loi qu'ils ont votée eux-mêmes à l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'après suspension sur suspension, quand ils sont revenus, ils accusaient littéralement le président de l'Assemblée nationale d'avoir transmis au président de la République qui ensuite a envoyé à la Cour pour contrôle de constitutionnalité une loi qui ne reflète pas les vrais débats ou les dispositions qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale. C'est là que le représentant de l'Assemblée nationale a dit au président de la Cour très sincèrement, si vous accusez le président de l'Assemblée nationale d'avoir apposé sa signature sur une loi qui n'est pas ce qui est adopté, inscrivez alors, agissez en justice alors dans une procédure d'inscription en faux. Donc c'est là que après, Éric Rouleté dans son entretien au soir de la décision, quand il donnait ses premières impressions, n'a pas hésité à nous dire, nous professionnels des médias, attention, que eux, ils n'ont pas fini cette procédure. Ils continuent de dire mordicus que les articles 37, 41 et 41 de ce qui leur a été remis par la Cour constitutionnelle ne sont pas les dispositions adoptées à l'hémicycle. Et la Cour reconnaît même dans sa décision que l'article 42 dont il parle, qu'il querelle, n'est pas présente. Cet article n'est pas présent, pardon, dans la loi. Bon, moi, une procédure de faux en écriture publique, après tout ce que nous avons eu comme débat autour de ce code électoral, pour encore nous monopoliser, moi je pense que si j'avais un conseil à donner aux démocrates, c'est qu'on range cette procédure-là de côté plutôt. C'est valider l'irresponsabilité et le manque de sincérité. On ne peut pas voter une loi à l'Assemblée. Est-ce que vous avez lu le raisonnement du juge? Est-ce qu'on peut voter une loi à l'Assemblée nationale, les députés peuvent voter une loi à l'Assemblée nationale et que la Cour constitutionnelle valide un autre texte? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas se taire là-dessus. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ils peuvent, moi c'est un conseil que je donne, ils peuvent continuer la procédure comme ils peuvent ne pas l'aboutir. Parce que moi je trouve qu'il y a mieux à faire sur cette loi au lieu d'une inscription, d'une procédure en faux en écriture publique. Moi je pense plutôt que au niveau de cette loi, point par point, la Cour sur un contrôle de constitutionnalité s'assure juste de la conformité avec la Constitution, même si je pense que la Cour, au-delà de l'esprit de la Constitution, a été animée cette fois par l'esprit du système partisan et de tout le vent de réforme. Maintenant, après cela, point par point, des recours, une fois que la loi sera promulguée par le chef de l'État, je crois que cela sera le cas incessamment, une fois que la loi va entrer en vigueur et sera opposable à tous les Béninois, point par point, en exception de constitutionnalité, tout citoyen béninois peut retourner devant le juge constitutionnel et lui dire, monsieur le juge, telle disposition pour tel argument, et peut-être que l'eau aurait coulé sous le pont déjà, on aurait mûri peut-être les réflexions, les arguments de droit, les moyens qu'on amène devant le juge constitutionnel, et je trouve que cela serait une autre vitalité de notre démocratie. Et c'est en cela que je trouve que le temps, ils se sont empressés d'adopter un code électoral comme ils l'ont voulu, en excluant une très bonne partie de gens qui ont sollicité une participation au débat comme la société civile et bien d'autres. Mais quand même, nous sommes à une échéance raisonnable de 2026, donc on peut encore éprouver ces dispositions-là au regard du droit, mais les incidences politiques, elles, on les maîtrisera très peu, parce que la direction dans laquelle on nous mène là, on est en train de la voir et apparemment on est engagé mordicus à ne pas en démordre. Cette bien-pensance, elle est peut-être exclusive, elle est l'apanage peut-être d'un camp aujourd'hui, mais peut-être que l'intelligence collective va évoluer au fil du temps. Sur l'accusation que portent les démocrates sur la version du document qui a été utilisé à la Cour, moi je pense que justement, moi je les encourage
à pouvoir utiliser tous les moyens dont il dispose, juridiques, n'est-ce pas, pour justement disposer d'une réparation. Dans une démocratie, c'est ce qu'on fait. Encore que, en tant que parti politique, ils doivent pouvoir aller expliquer à leurs militants, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait en son temps, quand ils ont constaté ce qu'ils sont en train de dénoncer. Dès lors qu'ils ont des éléments de preuve, justement, qui attestent leurs accusations, je pense que nous sommes dans une démocratie, nous avons des institutions qui fonctionnent, même si pour le monsieur, enfin pour l'honorable député que j'ai entendu ce matin qui estime que nous sommes dans une république où les institutions sont ce qu'elles sont et puis tout ça, moi je les encourage justement à aller chercher, n'est-ce pas, comment on dit, la justice sur ces accusations, parce que comme l'a fait savoir Tanguy, c'est quand même irresponsable. Enfin, que dans un État, qu'on nous parle de ce que le document qui a été voté à l'Assemblée nationale n'est pas le même, qu'il soit allé à la Cour constitutionnelle. Donc si, au niveau du Parti des démocrates, on a des éléments de preuve sur ce qu'on avance comme accusation, comme eux-mêmes ils l'ont dit, qu'ils utilisent tous les moyens légaux qu'ils ont à leur disposition. Qu'est-ce qui va changer maintenant avec cette loi sur la scène politique nationale, dans l'univers politique national, Loïc? Oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer et déjà, vous le savez, on parle déjà d'accord de gouvernance qui est là et on a vu récemment, je crois, le week-end écoulé, la semaine écoulée, la FCBE et puis les démocrates qui déjà s'acoquinent d'une certaine manière, même si on sait que pendant longtemps, ils se sont donné des coups de poing d'une certaine manière. Et il faut aussi reconnaître que c'est maintenant que s'instaure le vrai travail sur le terrain. Il y a un challenge de haut de taille qui attend chacune des formations politiques, qu'elles soient petites ou grandes, parce qu'à travers cet accord de gouvernance, justement, il y aura beaucoup de travail sur le terrain et les circonscriptions électorales dans lesquelles il y avait certaines formations politiques qui étaient quasiment inexistantes doivent nécessairement maintenant être investies. D'une certaine manière, c'est une manière de demander aujourd'hui à toutes les formations politiques d'être pratiquement à 100% présentes dans toutes les circonscriptions électorales, sinon dans tous les hameaux pratiquement, parce que le travail, en fait les 20% qui sont en instance là actuellement, ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce qu'avec 10%, on sait ce que ça a donné pour les élections législatives dernières. On sait un peu le travail qui a été fait par certaines formations politiques, mais qui n'ont pas pu atteindre même ne serait-ce que 2%. Aujourd'hui, nous sommes à 20%. De toute façon, il y a un gros travail qui se mène et cela va aussi demander la recomposition, la reconfiguration au niveau de l'organigramme de chaque parti. Tout simplement parce qu'il y a des partis qui, à des moments donnés, n'étaient vraiment pas représentatifs dans certaines contrées. Aujourd'hui, maintenant, ces partis doivent beaucoup plus travailler avec les militants à la base, être beaucoup plus présents. Et l'avantage qu'il y aura dedans, c'est que ces partis seront beaucoup plus au fait des difficultés des populations. Franck. Oui, avant de répondre à votre question, j'ai envie de dire que sur quelle base la question de ces articles qui se sont retrouvés miraculeusement dans le code électoral, sur quelle base les députés démocrates l'ont décelé? Parce que vous n'avez pas eu la copie de ce code-là, sorti de l'Assemblée. On vous l'a distribué ou on vous l'a procuré à la Cour constitutionnelle. Et c'est là que vous décelez qu'il y a des articles qui ne figuraient pas. Ils ont participé au débat à l'Assemblée nationale. Oui, mais ils ont dit... Ils n'ont pas perdu la mémoire. Hein. Oui, ils savent ce qu'ils... Ils ont dit aussi qu'ils il y a eu des échanges. Eric a été assez direct sur ce sujet. C'est vrai qu'ils doivent être encouragés si éventuellement ils estiment qu'ils ont les preuves qu'il faut pour pouvoir aller loin. Mais maintenant, est-ce que le débat aujourd'hui se pose encore, puisque la loi a été votée déjà? Et maintenant, il faut passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est de vouloir maintenant commencer par aller beaucoup plus à la conquête de l'autre étape. Ils veulent s'assurer que l'étape actuelle est bien franchie. Alors, moi, je pense que ce qui va changer maintenant, c'est le travail sur le terrain. Et sur la question, j'ai envie de dire au président de la République de libérer un peu l'activité politique. Parce que même dans le rang de la mouvance, vous voyez, les gens se plaignent. Est-ce qu'il a embrigadé l'activité politique? 2 secondes. Non. Ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent de ce que
ça ne se passe plus comme avant. Comment? Les gens ne vont plus sur le terrain, l'activité politique. Mais le chef de l'État ne va pas... Non, c'est lui qui est le patron de la pas les inviter à aller sur le terrain. Vous ne me démentirez pas, vous entendrez des acteurs politiques, lorsque vous les invitez, on dit, ah, attention, le grand patron, voilà le thème qu'ils utilisent souvent, le grand patron n'aime pas ça, hein, on va demander la permission. C'est des choses qui sont très mal à l'oreille. Et lorsque vous les voyez, c'est ce qui a fait que vous allez voir que dans certaines circonscriptions, les démocrates ont fait de bons scores. Par exemple, dans la 8e, les gens ne s'étaient pas trop investis parce que tout le monde dit, Patrice, je ne sais pas si c'est lui-même qui donne ses instructions, le chef n'aime pas ça, et si on fait ci, il faut que je prenne disons la permission, je prenne l'aval. Le système partisan ne doit pas confiner les acteurs politiques, ne doit pas les empêcher d'aller sur le terrain. Ils seront contents de ce que je dis là, parce qu'eux-mêmes, ils ont envie d'aller sur le terrain. Envie d'aller sur le terrain, c'est qu'ils aient les moyens d'aller. Vous les voyez, c'est pour des grands rassemblements, ou par exemple, c'est le parti même qui organise, il s'amène et puis c'est fini. Il y a des députés que nous ne connaissons pas, comme je le dis, des députés que nous ne connaissons pas parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne vont pas comme avant, nous l'avons vu. Et c'est ça qui rendait intéressante l'activité politique par le passé. Aujourd'hui, ils ne vont pas sur le terrain, ils ne travaillent pas comme cela se doit. Il faudrait que les choses soient libérées, notamment pour ces 2 ans-là, pour que nous puissions vivre l'activité politique. Ça m'étonne que vous parliez du chef de l'État qui doit nécessairement libérer l'espace dans le même temps que aujourd'hui on parle de formations politiques beaucoup plus fortes que des individus. Le chef de l'État à lui ne représente pas une formation politique. Et a priori, si nous restons dans la logique, du système partisan qui est défendu aujourd'hui, il faut reconnaître qu'aucun individu, soit-il président de la République, je dis, si nous restons dans la logique du système partisan aujourd'hui, aucun individu, soit-il président de la République ou ex-président de la République, ne doit être plus fort qu'une formation politique. Et je pense que c'est cet idéal que les députés sont en train de vouloir promouvoir aujourd'hui. À eux maintenant de donner la preuve sur le terrain. En fait, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, ces partis politiques. Voilà. Ils ont un financement aujourd'hui comme à leur disposition pour travailler. Maintenant qu'ils sont obligés... Ils n'ont pas le moyen, Franck. Maintenant qu'ils sont obligés... Maintenant qu'ils sont obligés d'aller chercher les 20% au niveau de chaque circonscription, sortis même, c'est très peu, ils doivent courir maintenant. Moi, je pense que au-delà du cadre idéal de ce que nous pouvons saluer comme grande formation politique qui vraiment mène la vie politique, le premier changement, c'est une forme de démocratie à l'interne des formations politiques. Vous savez, cette histoire qu'on raconte à la veille de chaque élection, notamment pour les positionnements, soit on est convaincu que c'est Tanguy qui, dans cette circonscription électorale, est l'homme de la situation. On met son nom, tête de liste, mais quand la liste va au niveau du parti, tard la nuit, on bouleverse les positionnements, il ne retrouve même pas, comment on dit, il n'a même pas la 2e position, il devient même suppléant du 4e titulaire sur la liste. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des formations politiques, pour l'objectif de résultat, ils seront obligés de faire avec des leaders, de faire avec des acteurs qui, justement, sont proches de leur communauté au niveau de chaque circonscription. On ne prendra plus le risque, justement, de faire des positionnements bizarres, des gens qui ne méritent même pas d'être sur les listes. Autrement, ces partis vont payer cash. On va finir. J'attends de voir ce très beau scénario, parce que si c'est avec ces acteurs que je vois là, je continue d'être extrêmement sceptique et très réservé dans cet élan d'optimisme. Je n'ai pas envie d'aller sur cette route. Par contre, vous savez, quelqu'un a dit qu'il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour prendre acte. Je pense que l'heure des récriminations est en train de finir, et c'est justement pour ça que je trouvais que ouvrir d'autres contentieux aujourd'hui, de quelque nature que ce soit, devant quelque juridiction que ce soit, serait pour moi une peine perdue. Je trouve aujourd'hui que l'heure est à une épreuve véridique et authentique de ces dispositions, et voir déjà si elles sont tout aussi étanches qu'on le croit, si elles relèvent d'une certaine magie pour redynamiser, moraliser par baguette magique une classe politique qui a fait de la prostitution politique pendant 30 ans et qui n'a fait que 4 ou 5 ans de réforme dite du système partisan pour le moment. Donc, en fait, je pense que l'heure est à ça, et autre que ça, je trouve que dans les chapelles politiques, dans les
dans certains quartiers généraux de partis politiques, on a vu le temps donné déjà. Pendant que nous, on est occupés à ce débat, on voit des chefs de partis politiques qui sont dans le septentrion, des délégations, des bureaux politiques au plus haut niveau de formation politique qui sont en train d'asseoir le maillage territorial, un peu comme pour dire, prenez le temps de vous quereller, nous on s'est mis déjà au diapason. Nous on s'est déjà mis au diapason. Je pense que c'est de bonnes stratégies. Voilà. Qui ont adapté leur habillement aux réalités de localité. Je pense maintenant que l'heure est venue pour que ce débat intermittent sur le code électoral, on puisse le ranger, même ici sur Actu Matin, qu'on parle autre chose. J'avoue que ça commence à me constiper, même si, bon, on n'a pas le choix. Bon, après, c'est ce qui fait l'actualité. Oui. C'est le vendredi, je pense, que la Cour a rendu sa décision. Le jeudi. Et donc, on est là le lundi. Donc, moi, je veux bien voir, à partir de 2026, effectivement, un parti politique proposer un président. Mais je veux bien savoir quel est, je dois dire, le poids du parti ou l'influence du parti sur le président qui sera élu et qui sera issu. Qui sera choisi d'abord comme candidat. Oui, je veux voir quel est le rapport que le parti aura avec ce président, quelle pourra être la liberté, je dois dire, de mouvement du parti, du président qui sera issu de ce parti, étant donné que le parti sera suffisamment fort. Parce qu'on a vu un peu les exemples, notamment en Afrique du Sud, où le parti très très fort arrive parfois à contraindre le président à une démission. Thabo Mbeki a de beaux souvenirs devant lui. Jacob Zuma aussi a eu quelques jolis souvenirs. Dans des dossiers quand même assez compromettants. Voilà un peu dans des dossiers assez compromettants. Le rapport entre ce président et les partis politiques et voir si c'est possible qu'un président issu d'un parti politique continue d'être membre du parti politique, ou s'il peut démissionner, ou s'il doit démissionner. S'il démissionne, est-ce qu'il peut après adhérer à notre parti politique quand il aura fini ses mandats? Enfin, je veux bien voir ce qui va se passer. On attendra et on priera Dieu de nous donner, je crois, ça c'est même trop demandé, que les bureaux politiques des partis aient la possibilité de faire des listes de candidatures qui partiront à la Sénat et qui seront directement soumises aux Béninois. Dans le contexte béninois, vous y croyez? C'est ce qu'on dit, on attend de voir, parce que c'est à ça qu'on nous amène. C'est l'idéal qu'on nous fait miroiter aujourd'hui. On attend de voir. Hein. Et moi, je pense à ces éléments basiques. Vous êtes trop partis. Je n'ai pas envie d'être utopique, parce que les acteurs dont nous parlons, on les connaît. On a vu des candidats ou des membres des partis politiques qui ont démissionné juste à la veille des élections, tout simplement parce qu'ils estiment que tel devrait être positionné ou il aurait été positionné sur la liste. Et à la dernière minute, comme le dirait quelqu'un ici, le grand chef a demandé qu'on change et autre, tout ça. Mais en réalité, le grand patron a demandé qu'on change. Ne déformez pas son titre. De toute façon, on nous a miroité un système partisan assez idéal. Faisons l'exercice et nous verrons ce que ça va donner. Je sais qu'à la fin de cette émission, je vais faire la grosse bagarre avec Hippolyte et la directrice par rapport au temps qu'on a pris. Mais bon, allez. Ils ont compris votre message déjà. Ils ont compris. De toute façon, je sors du studio, je cours vers ma voiture et je file à la maison pour m'éviter la grosse bagarre. Allez, bonne journée les gars. Mesdames et messieurs, vous allez suivre tout à l'heure. Le Bénin et l'actualité ces derniers jours avec la rédaction de Canal 3 Bénin et sous la plume et le rappel de Idriss Boukari. Juste après, vous suivrez la revue de presse. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. On va se voir demain à partir de 7h. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. La Cour constitutionnelle a déclaré le code électoral voté le 5 mars 2024 à l'Assemblée nationale conforme à la Constitution. La décision est sortie jeudi à l'issue des audiences de mise en état et plénière d'examen de recours de députés de l'opposition et de certains citoyens sur des articles de la loi amendée. La haute juridiction en matière constitutionnelle soutient que les dispositions querellées concernant le seuil de suffrage de 20% par circonscription électorale pour l'attribution des sièges, la question du parrainage des candidats à la présidentielle et bien d'autres ne violent pas l'esprit de la Constitution. Pendant que l'opposition crie à un coup d'État institutionnel et parle d'une loi frauduleuse sur tout son parcours,
Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, pense que la Cour a dit le droit et prédit des jours meilleurs à toute la classe politique béninoise d'ici quelques années. C'est dommage. La Cour n'a pas fait son travail. Et il y a plein d'illustrations dans le test. C'est un test bourré d'incongruités et bourré de contresens juridiques. À la veille de ce verdict de la Cour constitutionnelle, le mercredi 13 mars 2024, la coalition des partis politiques d'opposition s'est prononcée sur la modification du code électoral. Ceci à travers une conférence de presse tenue au siège du Parti Les Démocrates entre plusieurs formations politiques qui ne soutiennent pas cette modification. L'objectif est de mener des discussions entre forces politiques de l'opposition autour de cette modification du code électoral. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour la démocratie et contre l'exclusion. De leur côté, les membres de la commission électorale mise en place auprès du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le cadre des élections professionnelles sont désormais connus. Ils ont pour tâche de conduire le processus électoral devant aboutir à la désignation des représentants des travailleurs dans l'administration publique. Parmi les 13 membres que compte la commission électorale, on y trouve aussi représentants de l'administration du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, 2 représentants du ministère du Travail et de la fonction publique et 5 représentants syndicaux. Le ministre Raphaël Akotayon, qui a présidé la cérémonie de leur installation, a invité les membres de la commission à conduire les opérations dans la transparence afin que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi la cérémonie officielle de remise de clés des infrastructures sanitaires construites et réhabilitées par Enabel, agence belge de développement au ministère de la Santé. L'événement a eu lieu le mardi 12 mars dans l'arrondissement de Zinvier, dans la commune d'Abomey-Calavi, qui bénéficie de la construction d'une maternité dans son centre de santé. L'infrastructure inaugurée par le professeur Benjamin Hunkwanti, ministre de la Santé, en présence de l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Bénin et la population, permettra d'améliorer les conditions de travail et la qualité des soins de santé offerts par le personnel. Cette action, dont bénéficient 5 formations sanitaires dans les départements de l'Atlantique et du Koufo, s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire mis en œuvre par Enabel Bénin. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'achèvement de la construction de ce bâtiment, mais également le début d'une nouvelle ère de soins de santé au bénéfice des populations de l'arrondissement de Zinvier. À la mairie de Cotonou, on a célébré la semaine dernière la Journée internationale des droits de la femme, édition 2024. La 3e adjointe au maire de la ville, Françoise Irène Béanzin, a honoré le personnel féminin de la municipalité. La journée a été marquée par diverses communications, une messe d'action de grâce dite en honneur des femmes de la mairie et du maire Luc Setonji Atroko, survivant d'un grave accident de la circulation. Les activités prévues dans ce cadre ont pris fin par une cérémonie de réjouissance au cours de laquelle des femmes ayant fait valoir leur droit à la retraite ont été gratifiées. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de la revue de presse. Le nouveau code électoral ayant été déclaré conforme à la Constitution par le juge constitutionnel, le matinal estime que les formations politiques sont désormais face à leur destin. Le quotidien nous propose au passage un florilège des réactions provoquées par cette actualité
au sein de la classe politique et au-delà. Par décision DCC 24-040 du 14 mars 2024, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution toutes les dispositions de la loi 24-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral adopté par l'Assemblée nationale le 5 mars 2024. Cette décision vient mettre fin à la polémique consécutive à l'adoption de la loi par 79 voix pour, 28 contre et une abstention lors de la plénière du 5 mars dernier. Après avoir passé avec succès le filtre de la conformité à la Constitution, le nouveau code électoral devra, sauf cataclysme, être promulgué dans les tout prochains jours par le président de la République. Quoique très amer selon certains acteurs politiques, les nouvelles dispositions introduites dans le code s'imposent désormais à tous les partis politiques, sans exception. Pour le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Mbedi, le droit a été dit par la Cour constitutionnelle de façon publique et contradictoire. Je cite, à la fin, je pense qu'il n'y a pas à être déçu. Politiquement peut-être, mais quand on est démocrate et que l'on convient que la procédure a été en toute transparence, en toute régularité, l'attitude du démocrate, c'est de prendre acte et de travailler sur le terrain. Fin de citation. De son côté, la présidente du parti Renaissance nationale invite à la culture de la paix et à la réconciliation. Elle réitère son engagement à défendre les intérêts de tous les Béninois dans le respect et la tolérance. Alors que le bloc républicain applaudit l'issue de l'office des 7 sages, elle est plutôt condamnée par la force Cori pour un Bénin émergent qui évoque une forfaiture et lance un appel à faire barrage à l'imposture. De son côté, appréhendant des processus électoraux non inclusifs en application de la loi déclarée conforme à la Constitution, suivant la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024, la plateforme des organisations de la société civile exhorte le chef de l'État, en vertu des dispositions de l'article 57 de la Constitution, à solliciter une deuxième lecture du code adopté par le Parlement le 5 mars 2024. L'emblème du jour nous rapporte que cette décision de la Cour constitutionnelle est réprouvée par le Parti Les Démocrates. Le Parti Les Démocrates s'insurge contre cette décision inique et attentatoire à la paix et à la démocratie. Il alerte dans un communiqué rendu public ce samedi 16 mars 2024 l'opinion publique nationale et internationale sur la portée dangereusement chrysogène de cette décision, se réserve le droit de l'attaquer par des moyens de droit et met le peuple béninois devant ses responsabilités. L'intégralité du communiqué est à lire à la page 2 du journal. Mesdames et messieurs, quittons à présent la scène politique pour parler des finances publiques. Fraternité nous rapporte que les agents de l'État sont désormais sevrés de dotations individuelles. Réduction du train de vie au sommet de l'État, sobriété sont autant de mesures prises par le gouvernement de la rupture depuis son avènement en 2016 en vue d'une gestion efficiente des finances publiques. Cette fois-ci, il poursuit la lutte en implémentant un nouvel état d'esprit au niveau de tous les citoyens. Ainsi, il y a quelques semaines, il a été décidé de réduire les dépenses dans les sociétés d'État, les ministères, les communes et les institutions. Il s'agit de la suppression de certains avantages dont bénéficiaient les fonctionnaires. La révolution a commencé avec la SBEE et la SONEB, où leurs agents ont vu les dotations en eau et électricité être supprimées. C'est une mesure qui a sans doute eu de bonnes répercussions au niveau du trésor public avec les économies générées par ces sociétés. Dans le même sens, le directeur national du contrôle financier a eu la bonne inspiration de supprimer la dotation individuelle en carburant aux agents de l'État. Désormais, ces dotations seront exclusivement accordées dans le cadre des activités liées au fonctionnement courant des administrations. Pour finir, Décryptage Info nous révèle que les difficultés d'accès à Internet auxquelles sont en proie actuellement plusieurs pays ouest-africains sont consécutives à un séisme. Alors qu'il est observé depuis quelques jours des difficultés d'accès à Internet dans nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, la société nigériane Main One a informé qu'une activité sismique en est à la base. Le 14 mars, une série de ruptures de câbles Internet a été observée dans le golfe de Guinée, au large de la Côte d'Ivoire, causée par une activité sismique régionale selon Main One, une société nigériane exploitant l'un des câbles endommagés. Les données de Main One indiquent que la rupture s'est produite à une profondeur de 3 km.
l'Afrique du Sud a dépêché un navire spécialisé dans la zone pour entreprendre les réparations nécessaires. Il faudra plusieurs semaines pour rétablir le fonctionnement normal des câbles, précise Décryptage Info. Fin de la revue de presse de ce lundi 18 mars 2024.